Le 10 octobre 2003, le chef de l'État, en son temps, Idriss Déby Itno, ouvre officiellement les vannes du pétrole tchadien. C'est le début de l'exploitation du pétrole avec 140 000 barils par jour. Les trois principaux champs en exploitation du bassin de Doba sont Bolobo, Miandoum et Commun. Les revenus nets attendus se montreraient à 2 milliards de dollars annuels. Le pétrole représentait 37% des recettes de l'État en 2019. Avec son exploitation, les localités concernées devraient profiter de la manne pétrolière. Selon la loi numéro 002 du 11 janvier 2006 portant répartition des revenus pétroliers, 5% des redevances sont destinées aux collectivités décentralisées de la région productrice. Plus de 20 ans après, les premières heures d'espoir du peuple tchadien, que voit-on sur le terrain ? Dans la région du Logone oriental elle-même, le niveau de vie des populations s'est détérioré selon plusieurs études. La production agricole est en baisse, le manque d'infrastructures ou de réseaux routiers est criard. Le plus préoccupant est l'éducation. Les conditions dans lesquelles étudient les enfants de la ville pétrolière peuvent être à elles seules un sujet d'étude. Et c'est sur cet aspect que nous décidons de poser notre regard aujourd'hui. Chers téléspectateurs, bonsoir, bonjour, bienvenue à ce magazine mensuel, à votre magazine mensuel, Notre Regard. Aujourd'hui, nous nous rendons à Doba, dans la ville pétrolière, pour étudier, sinon pour vous montrer les conditions dans lesquelles étudient ces enfants. Reportage de Rassomor Djemlil. Gauche, gauche. Alex, rentre en classe. 1, 2. 1, 2. Vous attendez. 1, 2. Entrée des classes à l'école publique Ndouba Aéroport de Doba. Classe de CP1. Ici, une cinquantaine d'enfants, filles et garçons, s'entassent. Assis à même les sols, serrés les uns contre les autres, suivre les cours, relève d'un véritable exploit pour ces écoliers. Dans cette classe, construite à l'aide des tiges de mil, comme dans tant d'autres, il n'y a ni table-banc, ni matériel didactique, pas même un bureau pour l'enseignant. Pour écrire, les élèves s'adaptent du mieux qu'ils peuvent, utilisant leurs genoux comme support. Ces joueurs portent des maillots de couleurs différentes. Ce matin, Belengar Diembo, le directeur de l'école, entame sa journée par une tournée habituelle des salles de classe. L'école s'est créée depuis 2012 et c'est officialisé en 2016. Mais c'est comme si c'est l'école qu'on vient de créer. Hein, c'est une école publique, oui. Entre-temps, c'était communautaire, mais c'est officialisé depuis 2016. Depuis 2016. Donc maintenant, nous sommes devant la classe de C2. Nous sommes devant la classe de C2. On fait entrer, voir, vous allez voir le dedans. Oui. Ici, c'est la classe de C2. Manque d'infrastructures, de tables-bancs, de matériel didactique, d'enseignants. Ce problème persiste depuis des décennies. Le système éducatif semble malade. Des enfants apprennent les syllabes à même les sols et ce sont eux les premières victimes. Sans infrastructure adéquate, la réussite scolaire est gravement menacée. De retour après sa tournée, Belengar Diembo s'installe à son bureau sous un arbre pour administrer l'école. Une personne travaille à l'air libre, là, il y a des vents, il y a des soleils, il y a des insectes qui nous dérangent de temps en temps. Donc, au moment où tu veux écrire normalement et que le vent vient soulever la partie, donc ça dérange. Et
Vraiment, on accueille aussi les autorités dehors. Toute personne qui arrive, on l'accueille dehors, donc c'est pas bon. En pas de géant, nous mène de l'école publique Nouba Aéroport de Toba au lycée communal d'Arabie. Là encore, le décor est similaire. Des salles de classe construites en tige de mille, pas de clôture et une pénurie chronique de mobilier scolaire. Avec un peu de chance, certains élèves trouvent des places pour s'asseoir. Cela n'a tenu pas la colère de Nadine Nekoussou Bidaïna, proviseur. Nous sommes dans une ville pétrolière où on s'attend à ce que l'exploitation du pétrole ait un impact réel et positif sur la vie de la population en matière d'infrastructures, que ce soit scolaire ou sanitaire. Mais force est de constater que la situation est alarmante. Nous avons des enfants qui, des fois, ils sont même assis à même le sol pour prendre leur cours. Mais un enfant qui étudie dans de telles conditions, à quel avenir s'attend-on pour lui? Ces deux écoles ne sont que la face visible d'un iceberg qui englobe tout le système éducatif tchadien. Dans un pays producteur de pétrole depuis plus de 2 décennies, le taux d'abandon scolaire dans le primaire reste alarmant, atteignant 21,4% en 2020 et 2021. La surcharge des classes est courante, avec un ratio pouvant dépasser 90 élèves par enseignant dans certaines régions. Un reportage de Rassom Mordjimleila avec les images de Marius Raïssi. Chers téléspectateurs, j'ai sur ce plateau pour répondre à certaines de nos questions et des questions que vous vous posez certainement. Monsieur Seyd Farah, vous êtes inspecteur général du ministère de l'Éducation nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, moi c'est Mohamed Seyd Farah. Mohamed Seyd Farah. Voilà. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous ressentez en regardant ce reportage? Écoutez, ce sont nos réalités, il ne faut pas les éviter, il faut les assumer. Mais ils ne sont pas symptomatiques de l'ensemble du système éducatif. Il y a des endroits où, effectivement, les élèves étudient dans ces conditions, mais il y en a d'autres où les gens sont bien accueillis, bien encadrés, bien enseignés. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi sommes-nous arrivés à une situation aussi dramatique, Évidemment. entre guillemets. C'est le besoin. La démographie scolaire continue à progresser, à galoper, pendant que les structures et les infrastructures ne suivent pas. Et le Logone oriental est l'une des provinces où le TBS, le taux brut de scolarité, est l'un des plus élevés. Les besoins sont énormes dans le Logone oriental. Est-ce que ça explique ces conditions? Non, ça ne peut pas expliquer, mais regardez la dichotomie entre les besoins et les réponses. Donc, les gens ne sont pas abandonnés à leur triste sort. Moi, j'ai dit, on assume cette part de responsabilité. Vous savez, et s'il faut repartir des années en arrière, mais les gens ont étudié sous des arbres. Il n'y a même pas de séco. Mais ils ont été de bons élèves parce qu'ils ont été bien encadrés. L'essentiel, moi, je pense que c'est de comprendre cette situation et de l'affronter. Et il y a des efforts, beaucoup d'efforts sont en train d'être réalisés. Je ne sais pas si ce reportage-là a été réalisé il y a un mois. Voilà, un mois. Ça veut dire donc que cette situation que nous vivons, elle peut être vécue dans le Wadaï, elle peut être vécue dans le Bata. Même ici en Djamena. Même ici en Djamena, pourquoi pas? Parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, vous avez des écoles communautaires qui se sont imposées à nous. Il a dit tout à l'heure que l'école était d'abord communautaire en 2012. Mais rendu public depuis 2016. Public depuis 2016. Mais ce n'est pas une fatalité. Le fait de rendre l'école communautaire qui devient une école publique, c'est une manière également de fabriquer, de créer quelque chose et de l'abandonner à l'État. Mais là où on a Est-ce que ce n'est pas l'État qui vient prendre? Non. Est-ce qu'on l'abandonne? L'État a toujours pris en compte les besoins, mais les communautés parfois aussi imposent. Par exemple, aujourd'hui, quelqu'un vient te dire, j'ai construit une école.
elle est où cette école? Cette école est ici, et l'autre, elle est où? Elle est de l'autre côté du goudron. Mais pourquoi vous ne voulez pas que vos enfants aillent dans l'école qui est de l'autre côté du goudron? Non, 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 on n'est pas dans le même canton. C'est deux cantons différents, c'est deux sous-préfectures différentes, c'est deux clans différents. Et ils s'imposent en faisant en sorte qu'une école soit créée ici et là, dans la même communauté, mais avec des effectifs différents. Si bien que la carte scolaire étant perturbée, évidemment, l'État encaisse et essaie d'apporter des réponses. Mais en encaissant, voilà les problèmes que ça crée aujourd'hui. Mais dans ce cas de figure, quelle Oui. a été la réponse que le ministère, qui fait partie C'est d'abord d'envoyer l'enseignant. Parce que, écoutez, l'école, c'est d'abord, c'est vrai, c'est la structure, mais c'est d'abord l'enseignant. L'enseignant, il est là, il encadre. Mais maintenant, grâce à l'appui et aux efforts du gouvernement, écoutez, je voudrais vous rappeler que cette année, par exemple, avec les inondations qui ont impacté négativement nos écoles, il y a des endroits où les écoles ont été fermées. Mais pour continuer donc le processus et le programme, les gens étaient obligés de sortir des zones inondables pour pouvoir s'installer sous des hangars. Il y a des situations comme ça qui arrivent. En tous les cas, comme je vous l'ai dit, c'est une réalité et il ne faudrait pas s'en cacher. Et on est en train d'affronter ces réalités avec les moyens qui sont ceux de l'État, mais également avec les moyens des... Écoutez, je ne me plais pas à avoir des situations comme ça. Mais je dis, il faut qu'on fasse l'effort, que l'État fasse l'effort pour que progressivement on puisse résorber, n'est-ce pas, ces difficultés-là. Mais monsieur l'inspecteur général, est-ce que vous pensez qu'à ce niveau déjà, à ce niveau d'évolution des choses, ou sinon de stagnation des choses, est-ce que l'État a fait son effort? Ah oui, bien sûr. Vous n'avez pas cherché tout autour. Est-ce que cette école-là, il n'y a pas une école voisine? Il y a le lycée communal qui est dans la même situation. Non, pas seulement là. Vous regardez, quand vous allez à Bongor, à partir de Galendeng, à la sortie à gauche, il y a un collège sous les sécos. Mais ça existe, c'est une réalité. Mais comparativement à ça, je crois qu'il faut venir au ministère, à la direction de l'analyse de la prospective et de la carte scolaire, pour voir un peu quels sont les programmes, quels sont les investissements futurs. Pour le cas du Logone oriental, vous avez évoqué la question du pétrole. Du pétrole, évidemment. Mais également des projets, un projet appuyé par l'Union européenne et l'AFD, qui construira des écoles bientôt. Et ce projet s'appelle À la page. Et À la page va construire beaucoup d'écoles dans le Logone oriental. Mais bien sûr, c'est pourquoi moi je dis, ces éléments pointus, vous pouvez les avoir donc au ministère avec le coordonnateur qui vous dira, mais j'étais présent au lancement Est-ce que projet. M. Seyd, vous êtes en train de dire que cette zone productrice de pétrole qui est censée bénéficier des 5% est abandonnée à elle-même parce que la gestion même des revenus qui lui sont alloués ne sont pas... Mais ça, c'est un débat dans lequel je ne veux pas m'hazarder, mais ce que je sais, c'est que quand vous regardez le Logone oriental il y a 10, 15 ans, avant le pétrole que vous voyez maintenant, il y a quand même pleinement d'écoles construites en matériaux durables. Il faut se plaindre que ces structures ont été construites, mais les gens ne s'en approprient pas. Parce qu'il ne suffit pas simplement de construire une école. Qui devrait s'en approprier? Les communautés. Aujourd'hui, c'est les communautés qui doivent s'approprier de cette offre-là. Parce que l'État construit, c'est vrai, mais les communautés doivent se dire, bon, maintenant que l'État a construit pour nous, allons-y. On ne peut pas construire une école. En faisant quoi, par exemple? Parce que cette même localité a construit une école communautaire qui est devenue publique, mais on a l'impression que l'État ne s'en Cette école communautaire s'est imposée. Moi, je pense que parfois, là, vous ne comprenez pas comment ça se passe. Est-ce que l'État choisit dans quelle école il investit? Non, bien sûr. Il y a une carte scolaire. Et il laisse les autres. Il y a une carte scolaire à respecter. Non, non, non. Ça se fait en fonction des besoins. On ne peut pas construire comme ça, se lever le matin pour dire je construis une école ici et là. Non. Il faut regarder les effectifs, il faut regarder les agglomérations à côté. On ne peut pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a un canton ici qui construit une école, qu'il y a une autre, ne veut pas aller dans cette communauté-là, qu'on est obligé de construire un machin là-bas, une école là-bas. Donc il y a comme ça des conflits qui font que on ne gère pas rationnellement nos ressources. Alors, admettons que ce que vous dites est une logique, mais revenons ici à N'Djamena. Oui.
Les exemples sont parlants. Oui. L'école communale, par exemple, l'école Chagua Fdar, que nous Oui. avons visité, Oui. les enfants sont assis également à même le sol. Ah. Oh, il y a une infrastructure Mais ce adéquate. que vous ne savez pas, c'est mais que il n'y a pas de table-banc. cette année, Comment on en vous a êtes- quand même donné suffisamment des tables. Mais Il y a- où il y a est-ce pas- que ça Mais ça c'est se parti dilapide de l'école du centre. Non, moi je ne dis pas que c'est suffisant. Mais l'État fait l'effort pour résorber. Moi je dis, faites la comparaison simplement. Vous avez par exemple une progression scolaire de tel % par an. Et vous avez le soutien de l'État. Parce que c'est vrai, c'est insuffisant. Aujourd'hui, tout le budget du ministère de l'Éducation nationale n'atteint pas 20%. Alors que les standards internationaux nous imposent à l'État, n'est-ce pas, de consacrer au moins 20% du budget. Donc là, il y a des difficultés énormes. C'est-à-dire que l'État ne consacre pas suffisamment de Bien moyens. sûr, non, c'est clair. C'est clair, comparativement à nos besoins, l'État ne consacre pas suffisamment de moyens. Mais ce n'est pas une raison pour dire que non, l'État ne le fait pas, nous on le fait à sa place de manière désordonnée. Non, on peut le faire à la place de l'État, mais en accord avec les structures de l'État. Mais ne vous réveillez pas un jour comme ça pour dire je vais construire une école, un député s'en va, il dit je vais construire une école ici, un ministre pour sa communauté, je vais construire là. Il te construit l'école et il te l'abandonne. Et il revient ici pour dire écoutez, moi, je vous ai construit une école, mais une école, ce n'est pas seulement les bâtiments. Une école, c'est les enseignants, c'est le matériel didactique, c'est les intrants, c'est plein de choses. Et là, on est devant des situations difficiles comme celle-là. Je ne veux pas nier ces réalités. Je ne veux pas non plus fuir face à ces difficultés. Mais moi, je dis simplement, il y a énormément de choses qui s'interprétent dans les difficultés que nous avons. C'est pourquoi l'appel que je voudrais lancer, c'est d'abord, que les communautés ne construisent pas de manière un peu désordonnée des écoles parce qu'ils ont l'intention de le faire. Il faut le faire avec les autorités scolaires locales, mais aussi de dire aux communautés, l'école désormais doit être une question des communautés. La décentralisation l'a dit. La loi sur la décentralisation l'a noté. Désormais, ce sont les communautés qui vont prendre en charge leur école. Oui. Donc il faut que les gens se préparent désormais à accueillir ou à prendre en main leur établissement, tout en regardant cette réalité en face et de dire, par exemple, au délégué provincial ou à l'inspecteur départemental, voilà, à tel endroit, il y a cette école-là qui fonctionne sous des séquelles, il faut faire attention. Il faut donc chercher à réparer. L'autre chose que vous ne voyez pas, c'est quoi? C'est l'année scolaire. Ces séquelles-là sont construites au début du mois de décembre. Oh, l'année scolaire a commencé depuis octobre. Vous savez que les sécos et tout le matériel pour la construction des salles de classe, hein, on ne les trouve pas juste après la saison de pluie. Donc vous avez des écoles qui commencent Quelle en est la décembre. responsabilité de l'État dans cette création anarchique des écoles Mais et du justement, fait qu'il y ait des enfants dans cette école de- qui ne répondent pas, selon vous, aux critères Mais de standards? ne pas fuir d'abord face à cette responsabilité et de dire aux gens, attention, il y a une école voisine qui peut vous contenir. Regardez et allez-y dans cette école voisine pour gérer rationnellement l'espace. Ne construisons pas de manière anarchique des structures dont on ne pourra pas nous en approprier demain. C'est donc de revenir à ce que j'appelle la carte scolaire. De faire en sorte que nous, au niveau du ministère, nous puissions faire respecter la carte scolaire. Parce que ce qu'on appelle la carte scolaire, c'est quoi? C'est la répartition géographique, n'est-ce pas, de ces écoles dans le temps et dans l'espace. Et donc, si demain, vous construisez votre école et vous venez me dire, moi j'ai construit mon école ici, j'ai besoin d'enseignants, mais je dis, mais vous l'avez construit sur quoi? Sur l'ordre de qui? Qui l'a accepté? Qui l'a... Voilà, donc, est-ce que vous avez parlé avec le délégué, avec l'IDEN, avec l'inspecteur pédagogique? C'est ça. Mais comme je l'ai dit, je continue à répéter que ces réalités-là sont en train de s'imposer à nous. Et il faut faire attention parce que si nous ne faisons pas ce que nous devons faire, mais nous risquons d'être envahis et nous allons en souffrir parce que vous allez avoir une formation, une éducation à deux vitesses. Il y en a qui sont formés dans de bonnes conditions, dans des structures normales avec des enseignants qualifiés et d'autres qui sont dans des endroits. Et vous avez donc, demain, vous allez vous retrouver dans des examens du brevet, du baccalauréat, avec des gens, bien sûr, avec situations difficiles. Et Voilà. alors, pour cette année, que prévoit le budget de l'État? Est-ce qu'il y a une amélioration sur ce qui est destiné Il y a toujours une amélioration sur le budget. Mais il y a toujours un déficit. Le déficit, c'est d'abord comparativement aux besoins
les moyens ne suivent pas normalement. Donc chaque année, les besoins augmentent. Exactement. Je vous ai dit tout à l'heure. Deuxièmement, entrer dans le budget. Parce que le budget, il est sur le papier. Mais maintenant, comment le consommer? Et quels sont les méandres des services des finances et des services du contrôle, et ainsi de suite, pour arriver à consommer? Ça aussi, c'est un problème. Vous avez de gros chiffres. Mais quand vous allez dans la réalité, ce ne sont pas ces gros chiffres que vous consommez, parce que pour des raisons évidentes, on vous dit, tel marché n'a pas abouti, tel ceci, il faut faire cela. Donc, il faut, de manière accélérée, peut-être avec beaucoup de célérité, permettre que ces budgets-là soient consommés. Parce que, interrogez-vous, jusqu'à combien % nous consommons notre budget à la fin de l'année? Ça, c'est une question importante à laquelle il faut répondre. C'est pourquoi il faut interpeller les services des finances. Aujourd'hui, tout est en train de se faire dans les provinces. J'espère que avec la décentralisation des services financiers, les gens consommeront sur place leur crédit et donc feront les efforts nécessaires parce que tout devait partir de Niamey avant. Maintenant, tout va se faire sur place. Il faut demander, interpeller les services des finances pour que, effectivement, ils puissent... Vous parlez des services de finances. Est-ce que le ministère de l'Éducation et celui des Finances ne s'accordent pas sur le violon? Non, on s'accorde parce que le budget est discuté entre nous et eux. Mais ça, c'est la discussion budgétaire. Lorsque le budget est adopté, et que les lignes sont créées, maintenant c'est le ministère des Finances qui autorise la sortie de ces ressources. Alors... Donc le problème est au niveau de l'autorisation. Ah oui, mais absolument. Et les crédits, les marchés, les appels d'offres, une administration parfois très difficile, même pénible, je dirais. Donc si on veut absolument consommer nos crédits et donc réaliser ce qu'on doit réaliser, il faut absolument que dans le circuit des finances, on puisse alléger un peu. Il faut également relever que aujourd'hui, les partenaires techniques et financiers, l'UNICEF, l'UNESCO, la Banque mondiale, l'AFD, l'Union européenne, nous aident beaucoup. Enfin, j'en ai cité quelques-uns, mais il y en a certainement d'autres. Il y a les ONG, il y a les ProCep, il y a les Suisses. Les partenaires de l'éducation. Il y a des partenaires. On a beaucoup de partenaires de l'éducation. Dieu merci. Et au passage, je dirais que grâce à eux, nous essayons de résorber un peu nos déficits, n'est-ce pas? Mais le plus important, c'est le rôle de l'État, parce que c'est l'État qui doit construire, encadrer, former, et ainsi de suite. Il faut relever une chose, et ça, peut-être, c'est un débat que vous allez instaurer les fois prochaines, c'est que le point focal, le moteur, c'est le maître. C'est l'enseignant. Ah oui, bien sûr. Peu importe où on étudie, peu importe. Si la retransmission est faite. Exactement. Parce qu'on a la pédagogie de grands groupes où vous avez des bons enseignants qui peuvent gérer des effectifs élevés, n'est-ce pas, en scindant les classes, en développant peut-être des stratégies qui peuvent les aider à prendre en charge. Donc, pour moi, l'infrastructure n'est pas le vrai non, problème. C'est le vrai problème, c'est un des problèmes. Mais le problème fondamental, c'est qui? Parce que vous pouvez avoir une salle climatisée, mais si l'enseignant qui intervient n'a pas le profil, vous allez faire quoi avec? Donc il s'agit ici vraiment de faire un focus sur l'enseignant, de bien l'encadrer et surtout de le mettre en face de ces réalités-là. N'est-ce pas? Moi, j'ai étudié dans une classe dans les années 66-68, dans ce qu'on appelle les classes multigrades. Oui, le maître, nous étions les CE1 d'un côté et les CE de l'autre, et dans une seule salle de classe. Et le maître est arrivé à nous donner des cours ici pour les CE1, pendant que le CE2, il les fait travailler sur un sujet, et ainsi de suite. Mais c'est parce qu'on avait des maîtres qui avaient été formés. Le temps a passé. Est-ce qu'on peut toujours continuer à comparer ces années-là? Absolument. C'est-à-dire que moi, je pense que les classes multigrades sont les meilleures? Non, pas les meilleures, mais ils s'imposent à nous. Ils s'imposent à nous compte tenu du déficit. On va vers des salles multigrades, c'est ce que vous tentez Non, de pas dire. dans les salles multigrades, mais de développer, n'est-ce pas, des classes multigrades. Je vais vous dire une chose. Il y a 2 ans, on a recruté à peu près 1200 et 1340 quelques enseignants. Je vous assure que pratiquement la moitié n'a rien à voir avec l'école. On a donné du travail aux gens et pour les envoyer vers nous. Qui recrute ces enseignants? C'est le ministère de la fonction publique et ça, nous, on a toujours dit. Vous ne contrôlez pas ça? Non, on ne contrôle pas. On ne contrôle pas. On a, dans les archives du ministère de l'Éducation nationale, plutôt de la fonction publique, plein de dossiers d'enseignants formés qui doivent aller normalement sur le terrain. Mais on nous a envoyé des gens de gestionnaires de ressources humaines, moi je ne sais pas quoi, de marketing. Non, nous on a besoin d'instituteurs
on a besoin de professeurs de collège, on a besoin de professeurs de lycée. Et c'est pourquoi ça aussi, c'est un appel. C'est un débat qui devrait être fait. Nous le relevons tous les temps, nous le disons tous les temps. C'est-à-dire que nous, on nous dit, voilà la cuvée d'enseignants, débrouillez-vous. Nous les envoyons dans les académies. Mais vous avez des gens qui disent, non, non, moi je... Parce que l'enseignement, là, c'est un métier, madame. C'est pas... On ne peut pas prendre quelqu'un de n'importe où pour le mettre là où il est. L'enseignement, là, il faut former, il y a la pédagogie, il y a la psychologie, il y a la manière de communiquer, n'est-ce pas? Et là, c'est toute une technique, c'est un métier. Donc c'est un métier, non seulement un métier, mais c'est une passion. Donc là aussi, on a parlé des finances tout à l'heure pour les différents circuits, mais la fonction publique pour le recrutement. On a besoin d'enseignants qualifiés. Dieu seul sait combien de dossiers y a-t-il actuellement au ministère de la fonction publique, d'instituteurs, de professeurs de collège, ainsi de suite, qui peuvent prendre... bien sûr. Donc, alors, nous arrivons bientôt au temps qui nous est imparti. À quand les bonnes écoles au Tchad, vu tous ces problèmes que vous listez? D'abord, les diagnostics... D'ici 5 ans, 10 ans, est-ce que le parent d'élève peut espérer? Vous savez, lorsque vous avez un malade avec vous, le premier, c'est le diagnostic. Moi, je crois que le diagnostic pour le Tchad, pour l'école, a été posé, en tout cas la dernière fois, depuis 1994. Depuis les états généraux de l'éducation de 1994, les éléments sont là, les éléments de réponse sont là. Il y a eu des séminaires... Mais qui n'ont jamais été pris en compte? Pas totalement, parce que ça se répète. Donc, 1994, après, il y a eu des forums. Il y a un rapport d'une commission d'enquête parlementaire. Il y a le PASEC de la Confémen. Il y a le SDI de la Banque. Les diagnostics existent. Les problèmes, nous les savons. Maintenant, il faut les mettre à échelle et surtout commencer à les régler dans la durée. Qu'est-ce qui empêche Écoutez, même la mobilité, aujourd'hui, vous avez combien de ministres qui passent tous les 6 mois, je n'ai pas honte de le dire, tous les 6 mois. Écoutez, déjà, mais non, mais généralement, les gens, quand ils arrivent, ils vous mettent 6 ou 7 mois et quand ils partent, celui qui vient, il revient en arrière et ainsi de suite. Donc, c'est cette mobilité, cette j'allais dire, inconstance au niveau institutionnel. Voyez-vous? Et ensuite, les responsables. Il faut dépolitiser l'école. Aujourd'hui, vous savez, quand vous prenez les 23 régions du Tchad, vous avez au moins les 2/3 des délégués qui servent chez eux. Ils servent chez eux. Moi, je ne trouve pas normal. Je ne trouve pas normal. Parce que si on me demandait de les noter, je dis simplement que les délégués qui ne servent pas chez eux, pour moi, ce sont les meilleurs qu'on a actuellement. Donc, vous avez des inspecteurs départementaux. Pourquoi? Ah, mais écoutez, on a politisé. Il faut amener un militant, il faut amener un sympathisant, il faut amener un cousin, il faut amener un parent, il faut amener quelqu'un, je ne sais pas, pour faire la politique de telle ou telle personne. Donc, il faut revenir au... Il faut dépolitiser l'école. Il faut dépolitiser l'école. Et là, vous avez des gens qui vont travailler, qui vont s'étriper, ils vont trimer pour travailler. Mais quelqu'un, il est là-bas, il est chez lui, il n'est redevable de personne. Il est redevable à la personne qui l'a nommé, n'est-ce pas? Et il vous dira, vous voulez me renvoyer, le député tel est là pour me protéger. Le ministre est là. Voilà. Donc, il y a énormément de petites choses comme ça, n'est-ce pas? Et ça, ce n'est pas des petites choses, à mon avis, c'est même de grandes choses. Nous voulons que l'école fonctionne, il faut que l'école soit neutre. Monsieur Mahamat Seyid Farah, si vous étiez en face de ces élèves que nous venons de voir dans ces conditions, que leur diriez-vous? D'abord, je vais essayer d'identifier la salle de classe, de voir combien y a-t-il d'élèves dans la salle de classe, que je maîtrise les effectifs. Ensuite, il y a 2 ou 3 choses essentielles que je dois faire. Non, dire à ces élèves, pour qu'ils comprennent. Non, ils peuvent ne pas comprendre, parce qu'à leur âge là, ils pensent que, bon, ils sont là. Non, d'abord, il faut qu'ils sachent que là où ils sont là, que ce soit dans une salle de classe fermée, construite en banco, en matériaux durables, c'est la même chose. Que sous les sécos, vous êtes... C'est le même savoir. C'est le même savoir, c'est le même enseignant, ainsi de suite. Et surtout de faire des efforts pour communiquer, parce que il faut communiquer, parce que l'enseignant, il doit être un psychologue. L'enseignant doit transmettre le savoir en fonction des réalités qu'il a. Donc l'enseignant doit dire à ses élèves, ce n'est pas grave, même si les conditions sont difficiles. Bien sûr, mais d'essayer de les accompagner dans les conditions où ils sont. Moi, j'ai aimé le maître qui parlait tout à l'heure. Il est sous son arbre, jovial, enthousiaste.
en train de travailler. Je sais que ce n'est pas la condition meilleure, mais il assume sa part de responsabilité en disant, bon, mais en attendant qu'on trouve mieux, je vais faire avec. Moi, c'est exactement ce que je veux dire aux enfants, mais aussi de parler à la communauté, de discuter avec les parents, de discuter avec la communauté, je ne sais pas, les sous-préfets, le préfet, ainsi de suite, en leur disant, écoutez, améliorons d'abord à notre niveau là, les conditions dans lesquelles Mais c'est ça, ces les classes enfants sont travaillent. construites avec l'aide des parents. C'est sûr que c'est les parents, ça. Ça, Oui, c'est pas l'État. Ce sont les parents qui Mais l'ont bien- fait. mais bien sûr. Est-ce qu'ils n'ont pas déjà assez fait? Bon, assez fait, oui, mais on peut faire comment? Il faut leur demander encore davantage. Il faut demander davantage pour qu'ils fassent mieux, tout en leur demandant, écoutez, vous le faites et l'État viendra en appui. Mais si vous les abandonnez dans la situation dans laquelle ils sont, mais évidemment, on va continuer à faire la routine. Vous savez, ces classes-là, il y en a qui sont au CE2, après 4 ans, vous êtes encore au CE2. L'année prochaine, vous allez revenir, il n'y a pas de CM1, c'est toujours le CE2. 2 ans après, vous allez revenir encore le CE2. Donc, il y a une question. Mais cette école, ça fait depuis 2012 qu'elle Oui. est créée. Ben, il y a- Rétrocédée à l'État depuis 2016, ça Oui. fait des années. Oui. À quand Elle n'est pas l'arrivée unique. de hein. l'État? Elle n'est pas unique. hein. Il y a beaucoup d'écoles communautaires qui ont été créées et rétrocédées à l'État. C'est pourquoi je dis, ça là, c'est le logo oriental. Si vous faites un tour dans l'ensemble du pays, il y a des endroits où encore c'est pire. De dire que l'État est absent. Mais bien sûr, parce qu'il n'a pas les moyens pour satisfaire la totalité des besoins que j'ai évoqués ici. Quand aujourd'hui vous avez une démographie, un taux brut de scolarité, ou plutôt, quand vous regardez les statistiques, vous voyez un peu le pourcentage d'augmentation, vous avez plus de 3 et quelques pourcents ou 4% de chaque année. Et quand vous regardez le budget de l'État, il est insuffisant. Donc moi je pense que le diagnostic est posé. Nos problèmes sont connus. N'est-ce pas? L'État doit, qui est le premier responsable, doit regarder la réalité en face et d'apporter les solutions petit à petit, progressivement, et surtout de dire à la communauté, attention, ne construisez pas des écoles de manière anarchique. Parce que quelqu'un va vous dire, oui, je vous ai construit une école. Pour ajouter encore un lot de Oui, problèmes. bien sûr, amenez-moi un maître. Vous allez trouver le maître où? Le maître, on ne le trouve pas comme ça dans la rue. Alors, il vous dit, non, non, nous, on a construit l'école, on a recruté le maître communautaire. Quand vous regardez le maître, il a un niveau de CM1 ou peut-être même de CE2. Et il va prendre en main des enfants. Il est paysan quelque part en train de labourer. On le prend pour dire, viens encadrer tes frères. Donc, les gens sont contents. Ils construisent une salle en séco. Ils intègrent ou ils recrutent leurs parents. Ils disent, bon, voilà, nous, on a fait l'effort nécessaire. L'État prend. Mais l'État va prendre pour gérer comment? Et quand vous avez des besoins qui se créent, qui se multiplient, que vous en avez tout le temps, évidemment, l'État ne peut pas le faire. C'est des réalités, il faut les regarder, en face. Voilà. Monsieur Mohamed Saïd Farah, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes inspecteur général du ministère de l'Éducation. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je réponds beaucoup plus en tant que personne ressource. Hein. Personne ressource. Il y a des choses qui m'engagent que je dis parce que ça fait 42 ans ou 43 ans que je suis dans les métiers. J'ai vu passer beaucoup de choses. Et donc aujourd'hui, évidemment, le titre il n'est pas si important. Non, pour moi, ce n'est pas important. C'est l'enseignant que vous voyez devant vous, l'enseignant retraité qui a vu plein de choses et qui est maintenant en train de proposer un peu, à partir de son expérience, ce qu'il faut faire. L'école, c'est la clé de tout. On peut tout faire dans ces pays-là, construire des routes. Non, comme il faut. C'est l'école. Et moi, quand j'ai entendu le président de la République dans son discours parler de réforme et d'appui de l'école, c'est une très bonne chose. Voilà. Maintenant, il faut qu'on ait de la parole aux actes, de faire en sorte que l'école soit vraiment une priorité, parce que la tolérance, le pardon, le bon vivre, l'État, la nation, ça se construit là, sous les arbres là seulement. C'est le maître là qui est en train de le construire, ce n'est pas construit ailleurs. Et il faut le créer, il faut créer des conditions pour que dans les conditions de travail, on puisse améliorer pour construire l'État. Ça, c'est... Voilà. Message reçu. Je vous en prie. Très bien entendu. Merci à beaucoup. très bientôt. Merci. L'école
école pas comme les autres, un reportage de Rasomor Djemleila et de Marius Raïssi. Chers téléspectateurs, vous le savez, dans ce magazine mensuel, après leur expérience sur le terrain, eh bien, les reporters nous rejoignent pour un partage d'expérience, mais également pour répondre à certaines questions qui n'ont pas été posées dans le reportage. J'accueille ici Rasomor Djemleila. Bonjour. Bonjour Jocelyne. Merci de nous rejoindre. Alors sur le terrain, vous avez fait ce reportage. Comment il était conçu à la base? Alors tout est parti d'un reportage de 2 minutes proposé par notre correspondant d'Oba, Dieudonné Toulebé. Et arrivé ici, nous avons vu les images, et les images nous ont interpellés et nous avons décidé de faire un grand format, raison pour laquelle nous sommes rendus à Doba pour voir ce qui s'est passé réellement sur le terrain. Et la température des lieux, comment était-elle? Est-ce que ces anciens, sinon ces acteurs que vous avez rencontrés, étaient-ils fatigués de la situation ou ils étaient victimes d'une mauvaise gestion de l'administration locale? Ces enseignants que vous les avez vus tout à l'heure dans le reportage, ces enseignants envoyés par l'État qui sont là, donc ils ne font que faire leur travail normalement. Et vu l'état, vu la condition dans laquelle ils enseignent, ils sont un peu déboussolés, ils sont un peu dérangés. Voilà. Comment avez-vous trouvé l'état d'esprit des élèves eux-mêmes, étudiants dans ces conditions difficiles? C'est les enfants. Donc, ces enfants ils sont joyeux et ils étudient normalement dans cette condition. Ils sont comment conscients de la situation? Oui, de la situation. Vous voyez dans la classe de CP1 jusqu'à CM2, surtout les tout petits qui étudient à même les sols sur des briques, ils sont là tout joyeux avec leur cahier, ils écrivent normalement et ils font normalement leur cours. Mais les plus grands au collège communal, ils sont un peu plus conscients de la situation, vous pensez? Les plus grands, oui, ils sont conscients de la situation parce que dans les coulisses, ils nous ont fait savoir qu'ils attendent mieux de l'État, ils attendent mieux des enseignants ou bien des inspecteurs départementaux parce qu'ils ont adressé des lettres. Les élèves même ont manifesté 2 fois pour qu'il y ait une bonne condition d'études, mais jusque-là, pas de solution. Est-ce que le proviseur, le responsable de cette école-là, vous a fait comprendre que les autorités locales sont au courant de leur situation? Oui, ils nous ont fait comprendre que les autorités sont au courant puisque chaque fois les autorités viennent dans ces établissements-là pour leur rendre visite. Donc, ils sont au courant de cette situation. Raison pour laquelle, malgré moult demandes, il n'y a pas de solution. Les parents sont recroquevillés entre eux-mêmes. Ils sont décidés de prendre l'avenir de leurs enfants en main. Raison pour laquelle ils se sont mis d'accord pour construire ces écoles que vous avez vues. En tant qu'élève, vous étiez élève avant d'être reporter, qu'est-ce que vous avez senti en voyant ces élèves? Est-ce que vous avez étudié dans des conditions pareilles? Non, pas du tout. J'avais des pincements au cœur, pour dire vrai. Parce que personne ne mérite d'étudier dans cette condition. Rasomor Djemleila, merci beaucoup. Merci. Et merci pour ce reportage. Merci. Chers téléspectateurs, voici pour vous la situation qui prévaut, en tout cas quand on parle d'éducation dans la ville pétrolière, des enfants qui étudient dans des conditions difficiles, assis à même le sol, allant du plus petit au plus grand. Nous avons eu des éléments de réponse avec l'inspecteur général du ministère de l'Éducation, M. Mahamad Seïd Farah. Explication complémentaire également avec notre reporter qui était sur le terrain, Rasomor Djemleila. Merci d'avoir suivi ce numéro de votre magazine mensuel Notre Regard, voyage à Doba dans une école pas comme les autres. Prenez soin de vous. À très bientôt, au mois prochain pour un autre numéro de Notre Regard.